Universidad Autónoma de Barcelona. Monsieur Murillo a longtemps été directeur du département de français à l'Université autonome de Barcelone. Il est un spécialiste international des études et recherches en politique, fervent défenseur avec, si présent, professeur émérite M. Raymond Renard, des conceptions verbotonales de professeur Lothar Kuberina. M. Murillo est également membre très actif des deux associations internationales dans ce domaine, Association verbotonale et Association SGAV. Il intervient dans de nombreux colloques en Europe et en Amérique latine notamment. Il a exercé de nombreuses fonctions et activités professionnelles, outre le fait qu'il est catedrático emérito, maître de chaire émérite de philologie française de l'Université autonome de Barcelone. Il est également directeur du groupe de recherche linguistique appliquée aux langues romanes. Il est ancien professeur de l'Alliance française de Paris, ancien chef de la division de recherche pédagogique et de l'école universitaire des traducteurs et interprètes de l'Université autonome de Barcelone. Il est ancien directeur des cours de formation de logopède et formateur de professeurs de français du Ministerio de Educación y Ciencia espagnol. Il a été invité comme professeur, chercheur ou conférencier par différents centres de recherche, universités et alliances françaises en Espagne et hors d'Espagne. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Merci. Et il va vous parler d'espace géographique ou espace culturel, deux points, l'espace roman et l'enseignement du français langue étrangère. Quel est l'enjeu? Bon, merci de cette longue présentation. Elle aurait pu être résumée en disant que j'étais cheveux blancs. Je dois remercier bien sûr l'invitation qui a été faite. Je dois aussi rappeler la présence de Paul Rivin, car c'est grâce à travers lui aussi que je suis là. Et qui est aussi dans cette équipe qui essayons d'être fidèles à une certaine conception de l'enseignement, à une certaine conception de l'être humain dans l'enseignement. Après tout ce qui a été dit, pas maintenant, mais au cours de ces 2 jours, évidemment, mon intervention, d'abord, je crois qu'elle est très limitée du point de vue du temps. Jusqu'à midi. Jusqu'à midi. Bon, je vais mettre ma montre pour essayer de me respecter. Et parce qu'il n'y a pas que l'espace, il y a le temps aussi. En général, dans ce genre de colloque, on se pose souvent la question: quoi enseigner, décrire la langue française dans le cas du français, comment l'enseigner, toutes les approches pédagogiques, les outils, etc. Mais il y a toujours une question latente, qui est toujours peut-être la plus prégnante de toutes, c'est pourquoi enseigner, pourquoi faire enseigner, pourquoi en 2 mots ou pourquoi en un seul mot, quelles sont les causes, quels sont les buts. Et c'est un peu dans ce sens que mon intervention voulait se présenter. Et dans le papier que j'avais envoyé, je commençais par un rappel un peu qui se voulait polémique, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi un certain contenu dans la question. À un certain moment, il y avait un ministre en France, dit le ministre de l'Éducation, qui a sorti cette formule: en France, l'anglais ne doit pas être une langue étrangère. Ce monsieur, c'était pas une boutade, parce que c'est un physicien de renom international, et donc c'était d'autant plus, je dirais, révoltant, ou au contraire demandait réflexion. Parce qu'a priori, on peut se dire que de devenir bilingue, c'est très bien. Il y avait des réticences au début du XXe siècle, fin du XIXe et début du XXe siècle, contre le bilinguisme, en disant que ça créait des problèmes caractériels, qu'il y avait des problèmes. Mais tout cela a été dépassé. Aujourd'hui, on sait bien que d'être bilingue ou plurilingue, au contraire, c'est tout à fait, ça peut même aider à développer certaines capacités intellectuelles. Donc de ce côté-là, il n'y avait rien à redire. Pourtant, ça a soulevé quand même des protestations assez
assez forte, pas seulement en France d'ailleurs. Pourquoi? Parce que pour ceux qui nous intéressons à l'enseignement du français en particulier, les effets d'une telle prise de position étaient simples. Si cette prise de position était généralisée, bon, j'avais essayé, mais on va le sauter au cas où je ne tiendrai pas ma parole concernant le plan. Voilà la phrase fameuse. Qu'est-ce qui se passe si on ne retenait qu'une langue comme langue étrangère avec la langue vernaculaire dans tous les pays, comme proposé, bon, je ne vais pas le citer, le ministre pour la France. Eh bien, il y en a qu'un qui était physicien. Claude Allègre. Je vois que tu es direct. Hein. Évidemment, il n'y aurait plus qu'une langue de communication internationale. Or, quel est le rôle de la langue de communication internationale? Quel est le rôle de la communication exolingue avec les autres? Et alors là, il m'est venu à l'esprit de rappeler cette phrase d'Henri Bergson qui disait « La maîtrise d'une langue étrangère, en rendant possible une imprégnation de l'esprit par la littérature et la civilisation correspondante, peut faire tomber d'un seul coup la prévention voulue par la nature, c'est peut-être discutable de ce côté-là, contre l'étranger en général. » Donc on voit bien que là, il ne s'agit pas seulement d'une prise de position économiciste, comme ça a été rappelé tout à l'heure dans la table ronde, n'est-ce pas, qui est peut-être l'orientation actuellement prioritaire. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin. Alors, peut-être face à une conception comme ça, faut-il réfléchir sur l'argumentaire de ceux qui préconisent une seule langue étrangère, une seule langue de communication internationale, et en l'occurrence l'anglais. On a même écrit tout à l'heure que c'était la réalité actuelle. À voir quand même si c'est la réalité actuelle. Et quels sont les arguments? Alors les arguments sont de deux sortes. Il n'y a pas seulement l'argument qui a été présenté, l'argument soi-disant économique. Il y avait par exemple le journal de référence espagnol, El País. Il y a eu à un moment donné une page entière disant qu'il était scandaleux que il y ait toute cette dépense pour apprendre l'anglais, alors que pour apprendre les langues étrangères, alors que si on soumettait tout à l'anglais, il y aurait un moindre coût, ce serait une solution opérationnelle, et en plus face aux tentatives de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, où on pensait qu'avek une langue artificielle comme le volapük ou l'espéranto, on arriverait à se comprendre et tout le monde serait, il n'y aurait plus de problème de communication internationale. Dans ce cas-là, idée originale, le volapük et l'espéranto, mais on a bien vu que ce n'était pas opérationnel. Dans ce cas-là, avec l'anglais, on a une langue vivante. Donc tous les mérites sont réunis. Il y a un autre argument plus... je ne sais pas si finalement je l'ai mis ou là. Non. Parce qu'il est plus sournois, mais peut-être plus diffusé encore que l'argument du coût et l'argument économique. C'est certaines langues dites minoritaires, et surtout des politiciens de ces langues minoritaires, qui ont posé que le seul moyen de les défendre, c'était de les accoupler à l'anglais. Donc si on a une langue minoritaire, elle pourra résister si, et par exemple en Catalogne, j'ai vu sur un mur écrit « bilinguisme oui, catalan anglais ». N'est-ce pas? Alors qu'évidemment, la personne qui avait écrit bilinguisme, oui, c'était catalan-espagnol. Hein. Mais après, des militants ont écrit, oui, catalan-anglais. Donc, à moyen terme, on voit très bien ce qui arrive. Lorsque cette prétendue solution a été adoptée, à moyen terme, évidemment, c'est la langue de l'Empire qui va s'imposer, et à moyen terme... du moins à long terme, elle est écrasée et disparaît. Alors, face à cette situation, au prétendu monopole de l'anglais comme langue internationale, certains effets d'ailleurs sont assez, je dirais, patents.
et ont soulevé des protestations, y compris en France. Et il y a eu justement au mois d'octobre quelques publications, en particulier une publication au Canada, n'est-ce pas, l'atelier du roman, qui a fait tout un numéro en octobre 2010 sur justement la situation de l'anglais dans la francophonie. Et cette phrase qui était à la fois un constat et une harangue pour résister à ça: nous sommes conquis par l'anglais, cherchons-en les causes, essayons de comprendre, de nous expliquer la raison d'être et la signification profonde de cet immense événement culturel. Ne cessons pas de crier notre colère, ni de rire de cette situation à la fois cocasse et sinistre, mais attention, de rire, encore moins d'intervenir pour renverser la tendance. Et dans le même esprit, Jacques Julliard disait que on assiste actuellement, c'est pour ça peut-être qu'il est intéressant que des colloques comme ceci montrent, y compris aux autorités françaises, qu'il y a peut-être quelque chose à faire et à résister, des raisons de résister. Jacques Julliard écrivait aussi au mois d'octobre dans le Nouvel Observateur: les diverses formes du renoncement linguistique français s'expliquent en particulier par la soumission à l'anglais. Je pense que ce n'est pas le cas de TV5 que nous avons entendu. Des publicitaires, du plus mirobolant au plus obscur tâcheron des professionnels de la télé, des politiques qui cessaient à patoiser, sic de Julliard, English, n'est-ce pas, à patoiser English. Donc face à ça, que peut-on faire? Jacques Julliard s'explicite encore: l'affaissement du français, parce que ça va plus loin, c'est pas seulement une question de langue, dit-il, mine les bases de la démocratie. Ça va très loin. Car il n'y a de démocratie que discursive et cognitive. L'anglicisation du langage n'est que le symptôme le plus spectaculaire d'une Wall Streetisation de la pensée. Je pense que tout le monde a reconnu le haut lieu de la culture mondiale actuelle qui est Wall Street. En réalité, de fait, il y avait déjà un Espagnol au XVIe siècle qui avait posé la question, qui se résout, soi-disant, dans la situation actuelle. Antonio de Nebrija, qui est l'auteur de la première grammaire de la langue espagnole, Gramática de la Lengua Castellana, écrivait au roi en lui disant: la lengua es compañera del imperio, il faut appuyer la langue, c'est la compagne de l'empire. Aujourd'hui, on ne le dit pas, mais est-ce qu'on ne le fait pas? Voilà le problème de fond qui se pose. Est-ce qu'on accepte la langue comme compagne de l'empire et instrument de l'empire? Face à ça, il y a quand même des résistances, et c'est un peu ce que je voulais montrer aujourd'hui, en disant qu'il y a quand même de l'espoir, et des réunions comme celle-ci traduisent une certaine espérance. Et en particulier Amin Malouf, qui vient de recevoir en Espagne le prix Príncipe de Asturias de las Letras, qui est le principal prix l'espagnol me vient maintenant, que décerne l'Espagne, écrit: si on ne peut pas prétendre au XXIe siècle ne pas connaître l'anglais, on ne peut pas non plus ne connaître que l'anglais. Voilà la situation de base dans laquelle il se situe. Et Amin Malouf, comme vous savez, écrit en français, mais n'est pas français, ce qui lui donne aussi la force de ne pas prétendre défendre un certain nationalisme et de ne pas prétendre changer une langue de l'Empire par une autre langue d'Empire. Et alors là, c'est la question, surtout je crois pour un apprenant linguiste ou un apprenant pédagogue, la question qui se pose, la question de fond, est de savoir, comme demandait la revue que j'ai citée tout à l'heure, le roman, comment cette langue de l'Empire s'impose. Et on peut penser que c'est par la puissance économique, bien sûr, que c'est par la puissance politique, bien sûr, mais en réalité, bien souvent, le rapport langue dominante, langue dominée, à de rares exceptions près, n'est pas institutionnalisé. On n'oblige pas
Bon, on nous a cité le cas ici en Croatie autrefois où ça a été le cas. Et en général, c'est la fonction que l'on assigne aux langues et la nature que consciemment ou inconsciemment on leur reconnaît qui sont pour une large part les facteurs décisifs. Si l'on choisit une langue ou une autre, si l'on choisit le monolinguisme international ou le plurilinguisme, c'est bien souvent du fait dont on n'est pas souvent conscient, du rôle et de la nature des langues. Et alors c'est là-dessus, je crois, que dans un forum comme celui-ci, on peut réfléchir et revenir à la nature de la langue, à la nature des langues, à leur rôle, ce qui peut sembler évident. On a dit tout à l'heure qu'il s'agissait de communication. Oui, mais encore faut-il s'entendre ce qu'on entend par communication. La communication, il y a ce fameux schéma divulgué, diffusé, répété par Jacobson, schéma qui n'était pas de lui d'ailleurs, émetteur, canal, récepteur, etc. En réalité, communion, comme le rappelait l'école de Palo Alto, il ne faudrait pas oublier que c'est un terme qui a la même étymologie que communion. Communiquer, c'est d'abord être ensemble, d'abord poser les lois, les règles, les principes de la coopération. Être ensemble, c'est communiquer, communier, c'est aussi pouvoir manifester, avoir les moyens de manifester son moi, hein, et pas seulement son ça, comme l'a reproché tout à l'heure. Et là, il faut bien le dire, par-delà les relations de pouvoir qu'elles manifestent, par-delà le rôle social qu'on leur assigne, par-delà ce rôle économique, par-delà même les aspects de la didactique que cela implique, la question du profil linguistique que la société requiert pour la communication exolingue renvoie au premier chef au plan de, excusez ce gros mot, mais enfin je pense qu'il renvoie au plan où réellement la problématique se situe, l'épistémologie linguistique. Qu'est-ce que les langues? Quel est leur rôle? Quelle est leur nature? Et quand on parle par exemple de langue instrumentale, c'est oublier que ce n'est pas un instrument comme peut l'être un marteau ou un ordinateur, n'est-ce pas? Les langues font partie, comme on a dit au cours de ces 20 dernières années, de l'humain. Un être humain qui ne parle pas. Ça, c'est proteste. Parce qu'il dit les instruments aussi, on a le droit à être respecté. Un instrument, nous pouvons le manipuler, or la langue, les langues font partie de nous, font partie de l'humain. Ça, c'est une question centrale. Et quand, par exemple, dans des programmes universitaires, on nous parle de langue instrumentale, ça produit chez ceux qui nous intéressons vraiment aux langues, à leur pédagogie, une sorte de réaction épidermique forte, parce que c'est oublier l'essence même des langues. Alors, dans cette nature et fonction des langues, il y a eu quelques réflexions importantes, et certaines justement ont été faites à Zagreb, et il m'a paru pratique et utile et efficace peut-être de les rappeler ici. Et en particulier le rôle qu'ont joué les grandes écoles linguistiques du XXe siècle, justement dans cette réduction des langues quelquefois à cette fonction instrumentale. Et c'était justement Petar Guberina, on l'a cité, j'ai osé parfois dire que je le considérais comme mon maître, et à un certain moment il m'a fait la gentillesse et la faveur de dire que j'étais peut-être un peu un de ses disciples. Beaucoup de nos connaissances sur les structures des langues, écrit Petar Guberina, découlent des travaux des grandes écoles linguistiques du XXe siècle, mais tous les modèles élaborés, c'est fort quand même, tous les modèles élaborés par les théories linguistiques structuralistes n'ont qu'un intérêt très limité. Pourquoi? Parce que l'être communicant, je m'excite parce qu'on a discuté s'il fallait mettre QE ou C, l'être communicant, c'est-à-dire l'être qui communique, qui est en train de communiquer, en est absent. Dans les descriptions, d'ailleurs c'est très amusant parce que ces descriptions, enfin amusant c'est peut-être un mot, ce qui est surprenant c'est que ces descriptions des grandes écoles linguistiques, la plupart du temps on peut les appliquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc là il y a quelque chose qui leur échappe.
d'essentiel. Et en particulier, comme disait le professeur Guberina, c'est la présence, la prise en compte de l'être communicant. À partir du moment où on prend l'être communicant en compte pour la description de la langue, alors, dans le circuit de la parole, il n'est plus réduit à un élément passif, un élément réceptif, il est un élément actif. Et c'est ce que je vais essayer rapidement. Vous m'avez dit que j'avais jusqu'à midi. Bon, ça va. Ça va. Je pense que je tiendrai le contrat. Quels sont... comment cette absence de l'être communicant se manifeste et quelles sont les implications au plan y compris pédagogique. Dans les modèles élaborés par les théories linguistiques structuralistes, que je viens de mentionner dans la citation précédente, l'organisation de la langue prenait souvent le pas sur la fonction significative. On ne pense pas tellement à ce que l'on fait, au résultat de cette action, mais avant tout à la machine, l'instrument, comment il fonctionne, quels sont les éléments de cet instrument, comment ils se combinent entre eux. Et on ne prend pas en compte la fonction significative et non plus la fonction expressive. Alors on a eu cette conception réductrice de la communication à l'échange d'informations et la fonction expressive n'est même pas mentionnée. En 1933, je ne vais pas rappeler transformer ça en cours de linguistique, on considère que le sens ne peut pas être pris en compte en linguistique et plus récemment on considère que les langues, de les comparer entre elles, ça n'apportera rien. C'est dans un livre tout de même important où c'est écrit, dans la préface écrite par André Martinet de ce manuel important, de cette véritable encyclopédie qu'est le langage dans la collection de la Pléiade, et puis surtout les éléments expressifs, l'affectivité d'une manière générale n'est pas prise en compte parce qu'on ne peut pas en rendre compte. De tels systèmes, disait le professeur Guberina, n'étaient pas adaptés à l'étude de la communication langagière, ni du point de vue théorique, ni surtout, moi qui joue certes, mais ça découle, ni dans la perspective de l'enseignement des langues secondes. En particulier, qu'est-ce qui manquait? L'affectivité que les variantes stylistiques manifestent et dont dépend même le choix des mots, encore Guberina, n'était pas prise en compte. Or, l'affectivité, dit Boris Cyrulnik, qui est très médiatique en France actuellement, mais qu'on écoute peut-être et qu'on regarde à la télévision plus qu'on ne lit attentivement, dit Boris Cyrulnik, pédopsychiatre, elle accompagne l'individu durant toute sa vie depuis la naissance et structure entre les vivants un véritable organe de coexistence. Donc voilà la question. Si je considère que les langues vont justement être au service et vont justement exprimer cette affectivité et vont militer pour cette coexistence, alors le rôle qu'on leur assigne est tout à fait différent. Poser la question de la prise en compte du sens, poser la question de la prise en compte des langues comme élément actif et nécessaire, privilégié pour la coexistence des êtres humains, a supposé un véritable nouveau paradigme, à la fois conceptuel et méthodologique. Je reprends l'expression au professeur Renard, je ne sais pas s'il a employé dans son exposé d'ouverture, et ça va se traduire, ce nouveau paradigme, il m'a semblé qu'on pouvait l'articuler en deux grands axes, selon deux grands axes. D'un côté, dépasser les approches linguistiques formalistes, de l'autre côté, ouvrir une nouvelle conception d'enseignement-apprentissage des langues. Du point de vue linguistique stricto sensu, la prise en compte de l'être communicant, je l'ai mentionné, prise en compte de l'oralité. Tout le monde cite Saussure, tout le monde cite ses disciples, on oublie certaines phrases fortes de Saussure. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il faut s'affranchir du mot écrit.
il ne dit pas s'affranchir parce que nous sommes esclaves du mot écrit. Il dit aussi, mais je ne vais pas transformer ça non plus encore en linguistique, rien n'entre dans la langue, après on a dit il ne s'occupe que de la langue, rien n'entre dans la langue sans avoir été essayé dans la parole. Or, qu'est-ce qu'un enseignant sinon quelqu'un qui fait essayer de la parole, n'est-ce pas? Rien n'entre dans la langue. Et puis prise en compte du sens, du sens, pas de la signification, du sens, c'est-à-dire de l'impact de la parole dans le contact des locuteurs. Prise en compte de l'être communicant, parce qu'on parle beaucoup du contact des langues, on compare des système phonologique d'une langue, système phonologique de l'autre, etc. On essaye de les superposer, on oublie un simple petit détail, c'est que l'entre n'a jamais en contact. Ce sont les locuteurs de ces langues qui entrent en contact, petit détail. Et donc, si je ne tiens pas compte du locuteur dans ce contact, je risque fort d'oublier des éléments fondamentaux. Et puis, dans l'au-delà des approches linguistiques formalistes, il y a eu quand même aussi une petite révolution dans l'histoire de la linguistique au cours de ces 30 dernières années, lorsqu'on a voulu décrire, en particulier les langues amérindiennes ou les langues africaines, les schémas bien souvent utilisés lorsque certains linguistes pensaient, par exemple, et je ne vais pas citer ce coup-là, qu'il suffit de connaître une langue pour bien connaître le phénomène linguistique. La linguistique typologique opérationnelle, par exemple, ou à la Culioli, même s'il ne cite pas ses antécédents, à certains exposés qui ont été mentionnés ici, ouvre de nouvelles perspectives concernant les langues et permettent justement cette approche où l'être communicant est présent. Il est évident qu'on voit mal, et je ne veux pas marcher sur des plates-bandes qui ont été bien plus clairement expliquées que ce que je ne pourrais le faire, on voit mal les théories guillaumiennes, par exemple, et j'y fais référence parce que Alarcos Llora, qui a été l'introduction en Espagne de la linguistique moderne, se disait à la fin de sa vie de plus en plus non seulement en sympathie, mais considérant que sa réflexion sur la langue espagnole avait beaucoup à gagner des réflexions de Gustave Guillaume. Donc là, de nouvelles ouvertures, et puis au plan de l'enseignement, il y a eu quand même cette révolution méthodologique avec la problématique structuro-globale, qui a été souvent caricaturée, etc. Bon, mais ce n'est pas l'objet de mon intervention. La pédagogie actionnelle, qu'on a mentionné tout à l'heure dans le débat, la didactique cognitive, mais surtout, actuellement, un problème qui est tout à fait d'actualité et qui est justement développé, appuyé par certaines instances, parce qu'il semble que là, on puisse dépasser certaines contradictions, les phénomènes d'intercompréhension et de didactique plurilingue. À partir du moment, évidemment, où je prends en compte l'intercompréhension spontanée, par exemple, qu'il y a entre locuteurs de langue romane, je racontais l'autre jour une anecdote, mais je ne vais pas la répéter, et entre un vice-recteur espagnol et un vice-recteur italien, qu'il était préférable que chacun parle sa langue plutôt que d'aller en chercher une troisième, et la didactique plurilingue, à partir du moment où on pense que on peut et on doit peut-être enseigner plusieurs langues simultanément, les restrictions auxquelles j'ai fait allusion ne jouent plus. Et à partir du moment où ces principes sont pris en compte, eh bien on s'aperçoit que dans la communication, on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas faire l'économie de cette étape centrale qu'est dans le contact des langues et dans le contact des locuteurs qui parlent des langues différentes, la perception. La perception devient l'étape première et c'est même reconnu par des cognitivistes actuels, je pense à Leni. Le plurilinguisme est envisagé comme situation normale et les langues ne sont plus des objets en soi indépendants des êtres qui les parlent et des valeurs de la culture, des valeurs et de la culture. Tout à l'heure justement, il est important là de voir que à partir du moment où la langue est conçue comme, j'essaie de succinctement et d'une manière très synthétique et de présenter ici, les valeurs et le background en bon français culturel ne peuvent pas être ignorés de l'enseignement. Et là, on voit bien que dans cette perspective, alors,
bon, je cite celle-ci parce que dans une certaine mesure je l'ai, les langues romanes constituent un domaine spécifique et dans une certaine mesure privilégié pour l'étude de la communication interlangue, et l'espace roman peut prendre toute sa valeur. La langue française se situe dans cet espace roman, ce qui peut, doit, il y a un saut, mais je vais essayer de montrer que ce n'est pas un hiatus dans mon raisonnement, peut être un atout majeur pour la revendiquer comme langue de communication internationale. Et d'abord pour de simples raisons, on pourrait dire d'économie mondiale. C'était bien la sauter, la citation. Enfin, c'est une citation de Bernard Cassen que j'aurais aimé voir et qui, en principe, là, moi, dans ce que j'ai... Ah, si, elle est là. Voilà. En termes démographiques, déjà, de situer le français dans l'espace roman peut lui donner une dimension... et ça, les économistes comprennent ce genre d'argument. Mais peut-être que nous pourrions aller plus loin. En termes démographiques, les projections à l'horizon 2025 donnent environ 1,5 milliard de Chinois, 1,4 milliard de ressortissants de langue anglaise et 1,3 milliard de romanophones, susceptibles de se comprendre entre eux et donc considérés et comptabilisés comme locuteurs d'une même langue. On aurait ainsi 3 blocs d'importance comparables. Mais il y a là peut-être un axe à explorer pour la défense de la langue française, n'est-ce pas? Les phénomènes d'intercompréhension, et cet espace roman peut jouer un autre rôle important. Je vais essayer de le montrer en montrant par exemple que c'est quand même un mouvement qui dépasse l'anecdote. Quand on regarde par exemple tous les écrivains qui ne sont pas à l'origine de langue française et qui se sont exprimés en langue française. Ça, il se produit en toutes les langues, des écrivains qui ne sont pas d'origine, qui n'ont pas cette langue comme origine, mais le répertoire dans ce cas-là est quand même assez impressionnant. Le répertoire des écrivains de langue française, certains même, plusieurs d'entre eux d'ailleurs, ont été reconnus comme parmi les meilleurs de notre époque, puisqu'ils ont eu le prix Goncourt. Ionesco, Beckett, Semprún, Tahar Ben-Jelloun, Kundera, Malouf, j'en ai cité quelques-uns, mais c'est quand même assez impressionnant. Et on peut se demander comment se fait-il que ces personnes, alors bien sûr il y a des raisons personnelles, quelquefois, il y a bien sûr des raisons politiques, mais il y a aussi d'autres raisons sur lesquelles on peut réfléchir. Comment se fait-il que... Et alors là, il faut bien dire que ces écrivains-là, en général d'ailleurs, n'ont pas écrit des textes de divertissement, pour reprendre l'expression de Pascal. Ils reprennent cette expression de Charles Dubos dans l'entre-deux-guerres, la littérature, c'est la vie prenant conscience d'elle-même. On a l'impression là qu'en écrivant en français, ils ont peut-être plus senti, mieux senti, en tout cas, mieux pu faire sentir cette sensation de vie qui prend conscience d'elle-même. Et je dirais, il me venait cette phrase lorsque j'ai préparé le papier, que ces écrivains-là s'inscrivent pratiquement tous, et ce pratiquement pourrait être gommé, dans la grande tradition qui, du siècle de Montaigne au siècle de Sartre, pour reprendre le terme de Pierre-Henri Lévy, qui peut-être aurait pu faire autre chose que ce qu'il fait, des chansons de toile. C'est assez amusant. Quand on lit les romans courtois, dans les chansons de... on ne nous parle pas des chansons de toile. Or, des chansons de toile, et c'est assez extraordinaire, j'en ai lu quelques-unes, sont exactement le chant des canuts, n'est-ce pas? Nous tissons des chemises et pourtant nous n'avons pas de chemise, n'est-ce pas? C'était déjà ça dans les chansons de toile. Et c'est des chansons de toile à Brassens, Ferrat ou Jacques Brel, pour reprendre quelques-uns. Je crois là qu'il y a une présence de la langue française qui est quand même, vous me direz, il est un peu cocorico.
j'ai sauté certaines images où j'ai essayé de montrer qu'il va sans dire que toutes les langues doivent être protégées. Mais il faut bien reconnaître que, par exemple, comme dans le jargon politico-social, on dit que lorsque Paris tousse, toute l'Europe s'enrhume, il y a là peut-être aussi quelques réflexions importantes à faire quant au message transmis par la langue française. Et là, il m'est venu à l'esprit justement pour montrer, parce que quelquefois quand on parle de langue française, on l'oppose à la littérature française. Et quand on parle de langue ou de linguistique en général, on l'oppose. J'avais pensé aussi à une autre citation du professeur Guberina, où il essayait de... et il montrait qu'il n'y avait là pas vraiment de hiatus. Et là, il m'est venu cette citation à l'esprit de Francisco Rico, qui vient d'être justement, c'était le plus jeune académicien en Espagne, et c'est le grand spécialiste, par exemple l'édition du Don Quichotte, qui fait autorité, qui a été publiée pour le 500e anniversaire de la première publication, c'est lui qui en a été l'auteur, et il vient d'être maintenant admis à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Institut des inscriptions et belles-lettres à Paris. Et il écrit cette phrase dans El País: toute langue comprend, il écrit, je l'ai traduite bien sûr de l'espagnol, toute langue comprend une encyclopédie, c'est-à-dire un répertoire de notions et de savoirs sur les choses, et un jeu d'évocation interne en vertu duquel certains vocables et expressions renvoient à eux-mêmes dans d'autres contextes. C'est-à-dire cette espèce de fonction nourricière de la langue sur elle-même. Eh bien, je n'ai nouvelle d'aucune langue dont l'encyclopédie soit plus richement et solidement bâtie sur la littérature que le français. Alors là, on comprend peut-être ce voyage d'écrivains étrangers vers la langue française. Vers la langue française, dont Borges disait que la langue est la véritable patrie de l'écrivain. Alors, quels sont l'enjeu? Quels sont les enjeux? On le voit là, dans ce que je viens de rappeler. On voit bien qu'en parlant de la langue française, en défendant la langue française, ce n'est pas la présentation d'un système linguistique de plus. En réalité, qu'on le veuille ou non, l'apprentissage de la langue française ne se réduit pas à l'acquisition d'un système de signes, mais nolens volens introduit un système de valeurs éthiques, d'une éthique de la francophonie. J'ai encore repris l'expression de Raymond Renard. L'éthique de la francophonie. Voilà, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, dans le débat dans lequel se situe tout enseignant de français, tout apprenant de français. Ça va bien au-delà de l'acquisition d'un moyen de communication nouveau. Parmi les valeurs mises en jeu, et c'est là où je crois une autre dimension intéressante du français, c'est que le principe de partenariat face à la lingua dell'imperio, à la langue de l'Empire, le français ne prétend pas, je dirais, ne peut pas prétendre, et c'est peut-être une de ses qualités, à être langue de l'Empire, et pose d'une manière explicite d'ailleurs qu'elle est langue en relation de partenariat avec les autres langues. Et là, je pense que on ne peut qu'applaudir pour une fois la prise de position des certains politiques, en particulier des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, c'est comme ça qu'ils sont présentés, réunis à Montreux le 23 et 24 octobre dernier, où ils disent l'objectif de la francophonie, la construction de la paix, la démocratie, l'état de droit, le respect et la promotion des droits de l'homme et l'égalité entre les hommes et les femmes constituent la clé de voûte des valeurs communes à la francophonie. Je dirais c'est une belle déclaration, encore faudrait-il voir s'il la respecte. C'est déjà pas mal que des politiciens acceptent de prendre position au plan des valeurs, au plan des objectifs qui vont au-delà d'une certaine
relation économiciste. Donc, envisager la langue française non seulement comme une valeur en soi, non seulement comme un objet, mais comme composante essentielle, incontournable de la latinité, c'est aussi lui reconnaître des atouts majeurs, c'est contribuer à lui donner, je pense, un regain de visibilité et une présence plus forte pour la diffusion et la défense de ses valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde acceptera qu'on ne peut pas concevoir la latinité sans la langue française, et que si l'on suit le raisonnement de Bernard Cassen, on ne peut pas concevoir, et en tout cas il ne va pas vers là, le monde sans la présence des langues romanes. L'enseignement-apprentissage du français dans cette perspective se trouve ainsi au ce que l'on pourrait dire le grand débat, je pense que c'est le grand débat de ce début du XXe siècle, où s'affrontent d'une part la conception mercantiliste des relations humaines, l'utilisation des langues comme objet de pouvoir, comme expression du totalitarisme qui n'accepte pas l'altérité. C'est ça, bien souvent. Réduire la communication internationale à une langue, c'est refuser l'altérité. Je raconterai une anecdote. C'est Gide qui disait il en faut une toutes les 20 minutes quand on fait une conférence. Donc j'étais relativement prudent, puisque c'est la première. J'étais au Mexique et on me dit, toi qui t'occupes des langues, là, tu sais ce que c'est? Comment on appelle une personne qui parle deux langues? Je dis, oui, bon, la question ne me semble pas trop difficile, bilingue. Ah, très bien. Et 3 langues, trilingue, très bien. Et une langue? Je ne sais pas, monolingue. Il dit, non, non, américain. Et donc, en réalité, moi, ce qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais souvent entre anglophones, même progressistes, même, c'est qu'ils trouvaient absolument normal de ne pas connaître la langue de l'autre. L'altérité est une conception qui leur échappe sur bien des dispositions. Ils l'ont accepté pour la couleur de la peau, mais pour les langues, non. Et d'autre part, face à cette conception, une conception plurilingue des relations humaines, selon les langues lesquelles sont reconnues d'abord comme moyen efficace d'expression de l'être humain, expression de son affectivité. Je pense aux travaux de Kristeva, Julia Kristeva justement, qui montre en quoi les langues sont une sémiotisation de pulsions biologiques, n'est-ce pas, qui est vraiment au centre de l'individu, dans son vécu le plus intime, dans sa dimension biologique. Qu'est-ce qui se passe là? On ne peut pas... Oui, je pense qu'il va falloir... Oui, mais ça va sauter. Oui, selon les langues sont reconnues d'abord. Non, je vais revenir. Non. Et je vais faire sauter ça. Et maintenant, je reviens au slideshow. Et c'est le new show. Hein? Ah non, on va au... Et d'autre part, une conception plurilingue des relations humaines, selon laquelle les langues sont reconnues d'abord comme moyen efficace d'expression de l'être humain, du développement de sa personnalité, comme instrument efficient et nécessaire pour la définition et la défense des valeurs et de l'éthique humaine. Donc je crois que ce sont là les véritables enjeux. Je vais essayer de revenir... Non, parce qu'ils vont me renvoyer au début. En bas. Ici? Non, en bas, l'icône Qui ressemble à une coupe. Qui ressemble à une Vous voyez, Non, pas. j'ai beaucoup à faire encore, comme disait le professeur voilà. Non, parce que... Ah, merci. Que ferais-je sans mes collègues de Barcelone? Un instrument efficient est nécessaire à partir du moment où on accepte la nécessité des langues, la nécessité de la langue pour pouvoir exprimer son moi, pour pouvoir défendre des valeurs et l'éthique humaine. Alors là, évidemment, on ne peut pas réduire la communication exolingue à une seule langue. Voilà, je crois, la question centrale. Je crois que ce sont là les véritables enjeux. Et déjà à terme, dans la pratique didactique, cela suppose une certaine conception de l'être humain. Et au fond, c'est une option anthropologique.
Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si ça répond, mais je crois que c'est des questions que nous nous posons qui sont latentes et que nous ne pouvons pas oublier. Merci de votre attention et merci pour votre action, pour l'action que vous faites. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, peut-être.